notre histoire. Nous sommes 10 jeunes, venus de tout pays, embarqués pour un tour du monde par les îles, à bord de Fleur de l'Empole. À travers mers et océans, nous naviguons vers des îles de toute culture. Ce que nous voulons, c'est partager la vie des enfants de l'an 2000. Ils portent en eux des interrogations qui sont les nôtres à l'aube du 3e millénaire. Comment vivre avec la nature tout en la respectant? Comment partager entre tous les ressources de la planète? Ensemble, nous voulons imaginer un monde qui est la couleur de nos rêves. Nous avons réalisé nous-mêmes certaines séquences de ce film. C'est notre carnet de bord en images, le récit de nos découvertes. Nous avons quitté l'Australie il y a 8 jours. La traversée a été calme. Ce matin, nous arrivons à Bali, la plus célèbre des 13 000 îles que compte l'Indonésie. L'Indonésie est un immense archipel qui s'étire sur 5000 km entre le Pacifique et l'océan Indien. Mais Bali est un univers à part, un mythe, une légende. Comment une île aussi petite, elle ne mesure que 120 km de long sur 70, a-t-elle pu exercer une telle fascination? Les artistes et les poètes ont célébré sa beauté. On l'appelle l'île des dieux, et l'on dit qu'elle compte plus de temples que de maisons. Ses cérémonies, ses danses, sa musique, sa sculpture sont exceptionnelles. Avec une telle réputation, Bali est devenu l'un des hauts lieux du tourisme international, attirant 1 million de touristes chaque année. Sa culture s'est adaptée à ce nouveau marché. L'île a-t-elle pour autant perdu son âme? Pour découvrir le vrai Bali, quelques-uns d'entre nous partent au nord de l'île, de l'autre côté du mont Batur, le plus haut volcan. Là-bas, dans une vallée isolée, nous allons partager la vie d'une famille de paysans. À Denpasar, la capitale de l'île, nous avons rencontré Komang. Il travaille comme chauffeur depuis plusieurs années déjà. Sa famille cultive des rizières autour du village de Kayuputi. Komang est issu de la plus basse caste. Il nous emmène chez lui avec un peu d'appréhension, car il ne sait pas comment sa famille réagira à notre visite. Nous arrivons chez la grand-mère de Komang. Elle habite dans Kayuputi. L'accueil est courtois, mais tous sont un peu surpris de nous voir arriver. Sophie et Sophia vont dormir ici. Nous nous rendons maintenant chez les parents de Komang. Ils vivent au cœur des rizières. Voici Gade, 15 ans. C'est le petit frère de Komang. La maison a été bâtie avec l'argent que Komang a pu envoyer à ses parents. Il n'y a pas d'eau ni d'électricité, mais la vue est vraiment superbe. Trop bien ici. C'est vraiment super. C'est comme... on a l'impression, quand on regarde les cartes postales, on se dit ouais, c'est la même chose. Ça va pas être comme sur les cartes postales et tout, puis en fait, non, quand on arrive, c'est exactement la même pareil. C'est des rizières et tout. De nombreuses petites fermes sont disséminées dans la rizière. Voici celle de Kadek, 12 ans, le cousin de Komang. Oh, j'aime pas. Regarde la tête qu'il a lui quand il te regarde de face. L'autre il mange pas. Ok, celui-là. La densité de la population est énorme ici. Les familles ont de nombreux enfants. Bali compte 3 millions d'habitants. Ici à Bali, les enfants et les adultes aussi d'ailleurs, ils font beaucoup de cerfs-volants. C'est pas rare que quand on lève les yeux au ciel, on voit 5 ou 10 cerfs-volants qui passent comme ça au-dessus de notre tête. Ici dans le nord, ils font plutôt des petits cerfs-volants qu'ils fabriquent eux-mêmes. C'est pour faire des combats de cerfs-volants. Donc le but c'est de casser la ficelle de l'autre. Tandis que dans le sud, ils font plutôt des grands cerfs-volants. Ils sont tellement grands que parfois il faut 10 hommes pour réussir à porter le cerf-volant et tout le village s'y met pour le fabriquer. Jonathan et moi allons vivre ici une semaine avec Gade et Gadek. Ces jeunes paysans qui vivent au fin fond des rizières, bien loin des grands hôtels de la côte. Les Balinais sont très actifs et travailleurs. Le jour se lève à peine et Kayuputi est déjà en pleine activité.
Il est 8 h du matin, on vient de manger des galettes de riz présentées dans des feuilles de bananier. Et puis là, pour commencer la journée, on étale les clous de girofle pour les faire sécher au soleil. Et puis au-dessus de chaque tas, en fonction de la sécheresse des clous, il y a différentes odeurs qui sortent. Oh, une grenouille! Il y a des anguilles aussi. Là, on est en train de ramasser les mauvaises herbes dans la rizière. Et une fois qu'on a fait des petites boulettes avec et tout, on les met sous la vase tout au fond pour que ça les tue. Gadet et Gadek nous emmènent visiter les rizières autour de chez eux. C'est le paysage le plus bizarre et le plus fantastique que j'ai jamais vu. Les pentes des volcans ont été totalement aménagées par les hommes. Il a fallu le labeur de dizaines de générations de paysans pour arriver à cette perfection. L'eau qui ruisselle sur les pentes irrigue d'innombrables terrasses qui épousent les courbes de niveau. Les précipitations abondantes permettent, grâce au climat régulier, d'obtenir jusqu'à 3 récoltes de riz par an. La culture du riz demande beaucoup de main-d'œuvre, mais elle permet de nourrir une population importante. La gestion complexe des terres et de l'eau a été résolue par les balinais avec autant d'efficacité que l'aménagement de l'espace. Les propriétaires terriens dépendant d'une même arrivée d'eau sont organisés en coopératives, les soubacs. Bali en compte plus de 1000. Le travail se fait essentiellement à la main, les buffles aidant au labour. La petite taille des terrasses interdit la mécanisation. Les jeunes pousses que repique cet homme arriveront à maturité dans 3 ou 4 mois. Il n'y a pas de saison particulière pour planter le riz. Chaque soubac décide du cycle de sa culture. Le paysan là-bas derrière, il est en train de couper l'herbe qui a le long des murets de la rizière pour le donner à manger à son buffle. Parce que ici, vu qu'ils n'ont pas beaucoup de terre, ils essayent de ne pas perdre la moindre parcelle de terre. En fait, ils font même pousser des haricots le long des murets. On rencontre aussi de nombreux canards dans les rizières. Ils y mangent les parasites et enrichissent la terre de leur déjection. Certaines terrasses sont transformées en bassins pour élever les poissons. Les rizières fournissent en fait une grande diversité d'aliments. Ils sont en train de ramasser du taro. En fait, c'est un peu bizarre parce que on est complètement au milieu des rizières et on voit une petite grange avec un bœuf et un petit champ de taro comme ça. Et il n'y a aucune parcelle de terre qui est perdue ici. Les repas cuisinés avec tout ce qu'offre la rizière sont extrêmement raffinés, certainement en notre honneur. Ça c'est les grenouilles qu'on a pêchées hier soir et les petites anguilles. À première vue ça paraît très appétissant mais c'est vraiment bon. Voici le temple du Subak. Les fermiers ici, ils créent des organisations appelées Subak. Les fermiers choisissent leur chef, je veux dire leur leader. Le leader va décider, par exemple, cette semaine on va planter du riz moderne, et puis après on changera pour du riz balinais ou pour une autre culture. Le leader, il connaît la superficie de terre que possède chaque fermier. Il doit savoir ça, parce que c'est lui qui va décider de quelle quantité d'eau, je veux dire, combien de toc-toc. À Bali, on appelle ça toc-toc, la quantité d'eau que reçoit chacun. Par exemple, un fermier qui possède 1 hectare, il va recevoir un toc-toc. Les petites irrigations, on appelle ça des toc-toc. Les soubacs permettent de répartir au mieux les ressources en eau. Elle est abondante, mais la demande est forte et les paysans nombreux. Les rivières sont captées le plus haut possible sur les pentes des volcans. Des systèmes ingénieux d'écluses, de canaux, de tuyaux de bambou apportent cette eau précieuse jusqu'à la plus petite des parcelles. Cette maîtrise parfaite de l'eau
permet une agriculture intensive. En obligeant les paysans à s'organiser, elle renforce aussi le caractère communautaire de la société balinaise. L'eau, c'est la vie, un don des dieux. Un temple important marque la source de la rivière. À chaque arrivée d'eau dans une parcelle, un autel accueille les offrandes des fermiers. Le canal, c'est aussi l'endroit où l'on se retrouve pour les tâches de la vie quotidienne. Là, on est en train de prendre notre douche dans la salle de bain. Il y a tout le monde qui vient prendre sa douche ici. Et c'est aussi ici que les gens viennent chercher de l'eau. Ils viennent chercher de l'eau pour leur usage quotidien. Et c'est une source qui commence... c'est une source qui part un peu plus loin. Et c'est un endroit sacré en fait. Il n'y a personne qui a le droit d'aller plus loin. Ah ouais. Tous les soirs, Katout, la mère de Gadé, prépare des offrandes pour les dieux. Chaque maison abrite au moins un autel pour les prières quotidiennes. On va aller saluer les dieux. On est obligé d'avoir une écharpe autour de la taille, plus un sarong. Et puis ça, c'est le minimum qu'on peut avoir pour aller saluer les dieux. Normalement, après, si on veut vraiment, si on est vraiment pratiquant, on a une belle chemise, on a un chapeau, une sur son rail et tout. La religion balinaise est essentiellement hindouiste. Les offrandes sont présentées chaque jour aux dieux, aux démons, aux ancêtres, pour éviter leur colère et attirer leur bénédiction. Benten tamu mangin kerahayuan kerajangan mana ladang Islam. La famille des Gadais est pauvre. Ce sont des paysans sans terre. Tous travaillent dur ici, mais ça ne les empêche pas d'avoir une extraordinaire joie de vivre. Ils sont vraiment super gentils dans cette famille. Nous commençons à comprendre vraiment la magie de Bali. Autrefois, la famille de Gadé possédait une belle rizière, mais ils ont dû la vendre pour payer la cérémonie de la crémation du grand-père. Le père travaille pour les autres fermiers comme ouvrier journalier. Gadé l'aide chaque fois que possible. Il gagne environ 20 francs par jour, et sans l'argent que Komang envoie tous les mois, Gadé ne pourrait pas aller à l'école. Les paysans ne sont pas riches à Bali. Il y a peu de terre et la population est nombreuse. Mais les jours de moisson, la fatigue et les peines sont oubliées. Une fois de plus, Dewi Sri, la déesse du riz, a été généreuse. Là, il y a tout le Subak qui s'est réuni pour venir récolter et le riz va donner à peu près 1 tonne pour un demi-hectare. Et ça leur suffit pas pour faire des bénéfices en dehors de leur communauté. C'est juste pour leur usage personnel en fait. Les bénéfices, ils vont les faire après avec les plantations de clous de girofle et autre chose. Ça a fait un peu drôle quoi, parce qu'il y a un monsieur qui nous a dit que pourquoi on était venu ici, travailler avec eux, parce qu'ils ne voient jamais d'hommes blancs venir ici, jamais de touristes venir ici. Il nous a demandé pourquoi on était venu ici, parce que en plus on a travaillé avec eux dans la rizière, alors qu'il nous a dit que c'était un travail qui était sale, qui faisait chaud, tout ça. Tandis qu'à mon avis, qu'eux, ils pensent plus voir des gens comme nous dans les clubs, tout ça sur la plage. Mais ils ont été vachement touchés et très contents qu'on s'intéresse à ce qu'ils font, à leur travail et à leur culture en même temps.
c'est un lombung, c'est un grenier à riz. C'est là où les gens, une fois qu'ils ont moissonné le riz, ils l'entreposent là-dedans. Et c'est très bien protégé, on a eu de la peine à y monter. Et il y a un super cadenas qui tient la porte, c'est un peu leur salaire. Pour remercier les dieux, la grand-mère nous emmène faire des offrandes au temple. C'est un moment de recueillement un peu mystérieux, très paisible, que nous apprécions. La religion est une composante essentielle de la vie balinaise. Le monde surnaturel est tout aussi présent que le monde visible. L'hindouisme s'est greffé sur le vieux fond de croyances balinaises centrées sur la relation avec la nature et le culte des ancêtres. Par leurs offrandes et leurs rites, les Balinais maintiennent l'équilibre entre les puissances démoniaques et celles des dieux. Il ne se passe pas de journée sans que des cérémonies n'animent un endroit ou un autre de l'île. Au son des orchestres, les femmes portent des offrandes superbes de fleurs et de nourriture qu'elles ont passé des heures à préparer et qui ne dureront que le temps d'une prière. À Denpasar, la capitale, le reste de l'équipe enquête sur un autre aspect fascinant de la vie balinaise, la danse. Il est facile de rencontrer des danseurs ici, puisque chaque village, même le plus petit, comporte une troupe de danse et au moins un orchestre. La fonction des danses est avant tout sacrée et pour la plupart, elle se déroule derrière les murs des temples. Mais les Balinais ont su adapter cet art des dieux pour le présenter aux nombreux touristes en des spectacles d'un raffinement incroyable. Voici l'épopée de Ramayana, une longue histoire mythologique inspirée par l'hindouisme. Les personnages sont nombreux et bien connus du public. Chaque quartier de Denpasar compte au moins une école de danse. Chez nous, la danse est avant tout affaire d'épanouissement personnel. À Bali, la rigueur de cet art est poussée au plus haut point. Chaque geste est codifié et ces fillettes vont s'entraîner pendant de longues années avec le secret espoir de devenir un jour danseuse professionnelle, ce qui serait pour elles la garantie d'un bon métier. Les orchestres qui accompagnent toutes les danses s'appellent des gamelan. C'est une musique très sophistiquée à base de percussions et de flûtes. À Bali, les percussions, de bambou ou de bronze, ont été développées plus que partout ailleurs. Le gamelan requiert une coordination parfaite entre les musiciens. Au cours de notre enquête sur les danses à Bali, on a rencontré une danseuse qui s'appelle Tuti, c'est une danseuse professionnelle. Et elle dirige un groupe de danseuses. Et aujourd'hui, on va la voir avec on va aller chez elle pour essayer de découvrir un peu la vie des danseuses dans leur maison, tout ça, dans leur vie quotidienne. Tuti nous accueille dans sa maison. C'est une danseuse professionnelle réputée. La plupart des membres de sa famille participent, d'une manière ou d'une autre, à ces spectacles. Oncles, tantes, grands-parents partagent la même maison familiale. Même si la danse a procuré une aisance certaine à cette famille, personne ne reste oisif ici. Les femmes préparent des offrandes pour le spectacle du soir. Ari, la nièce de Tuti, est déjà danseuse professionnelle dans sa troupe.
À 12 ans, c'est une consécration, l'assurance d'un avenir plus facile. Et des photos des danseuses de son groupe et de elle aussi. Avec 3 millions d'habitants et une société divisée en castes, il n'est pas facile pour les gens de l'île d'assurer leur subsistance, même s'il n'y a pas de paria à Bali. Tout le monde travaille de l'aube à la nuit et se contente de peu. Comme nombre de peuples asiatiques, les Balinais sont très industrieux, ce qui n'empêche pas d'accorder beaucoup d'importance aux dieux et aux arts. Tu vas être content les filles? Ouais, on peut aller danser. Aujourd'hui c'est un grand jour parce qu'on va aller apprendre les danses balinaises, le legong. C'est une danse balinaise. Ça fait hyper longtemps qu'on attend ce moment, alors on est toutes contentes. Tuti anime sa propre école de danse. Les élèves les plus doués feront un jour partie de sa troupe. La danse n'est pas un loisir, la concentration est totale pendant les cours. Stop. Tuti présente un petit spectacle pour les habitants du quartier. Espérons que nous ne serons pas trop ridicules. Nous comprenons mieux maintenant la complexité, la difficulté de cet art. J'admire d'autant plus Ali, elle est si gracieuse. Elle a commencé à apprendre à danser dès qu'elle a su marcher. Ce soir, les gentils membres du Club Med de Bali vont pouvoir admirer le spectacle de Tuti. Elle se produit ici 2 fois par semaine depuis 10 ans. Les spectateurs sont séduits, émerveillés par le spectacle. Ils repartiront persuadés que Bali est vraiment l'île des dieux. Mais se doutent-ils de tous les efforts, de toute la rigueur, de tous les espoirs que cachent ces visages impassibles ?
nous avons pu observer, il nous a semblé que le tourisme n'a pas encore tué l'âme de Bali, en tout cas pas dans les campagnes. Il contribue même à perpétuer certains aspects fascinants de sa culture. Les orchestres et les troupes de danse se multiplient pour répondre à la demande croissante. Mais certains artistes dénoncent une dérive commerciale de ces spectacles autrefois sacrés. Tuti est consciente du fait que préserver l'authenticité de leur culture est une condition de survie économique. Mais les Balinais y parviendront-ils si à l'avenir la pression se fait trop forte sur leur petit coin de paradis ?